Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était hier en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet annonce le résultat de la première motion de censure sur le budget de l'État. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 128. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Première motion rejetée, nous dit la présidente Yaël Braun-Pivet. La seconde déposée sur la première partie du budget de la sécurité sociale a connu le même sort. Dans la foulée, le Premier ministre a dégainé un nouveau 49.3 pour faire adopter la partie recette. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. On va s'intéresser donc au budget de l'État. Sans surprise, il prévoit une flopée de hausses d'impôts et de taxes. Oui, alors les premiers à passer à la moulinette de ces hausses d'impôts, ce sont les auto-entrepreneurs. TVA applicable dès 25 000 € de chiffre d'affaires contre 37 500 € auparavant. Terminez donc l'exemption. Coup dur pour 250 000 d'entre eux qui vont devoir désormais s'acquitter de la taxe. Si vous prenez l'avion, vous allez également payer plus cher. La taxe sur les billets d'avion va faire un bond de pratiquement 5 €, passant de 2,63 € à 7,30 € pour les billets en classe éco vers la France et l'Europe. La mesure devrait rapporter 1 milliard d'euros dans les caisses de l'État. Le malus auto est également renforcé à partir du 1er mars prochain. Les voitures neuves les plus polluantes seront taxées dès l'immatriculation, 50 € par gramme de CO2 supplémentaire, une mesure environnementale. Enfin, les frais de notaire vont également augmenter de 0,5 points au bon vouloir des départements qui raclent les fonds de tiroir pour financer des dépenses exponentielles, notamment le RSA dont les demandes ont explosé. Christophe Bordet en direct pour les grandes lignes de ce budget 2025 qui franchira une ultime étape cet après-midi avec le vote du Sénat. Le gouvernement maintenu en vie grâce aux socialistes et au Rassemblement national qui se sont donc abstenus hier au moment du vote de l'émotion de censure. Pendant ce temps, chez les Républicains, la course à la présidence du parti menace d'allumer une guerre des chefs. Une élection prévue en avril-mai, si tout va bien, et c'est là justement que les choses se compliquent. Deux hommes lorgnent le poste, Laurent Wauquiez, patron des LR à l'Assemblée, et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dont la cote ne cesse de monter. Maï-Hélène Trémollet. C'est un match à mort. Retailleau est prévenu, Laurent joue sa survie et c'est un tueur, résume un élu. Chez les Républicains, on se prépare à une bataille féroce pour la présidence du parti qui installerait surtout le candidat de la droite pour 2027. Au lendemain d'un dîner glacial entre les deux hommes, Laurent Wauquiez défend avec vigueur une élection interne en mai. Et pour cause, s'il y a une campagne, Laurent a un avantage indéniable. Il n'est pas bloqué au gouvernement, explique un soutien du député de Haute-Loire. À l'inverse, Bruno Retailleau, sous le feu des projecteurs depuis son arrivée place Beauvau, veut surfer sur la vague et aller vite. Une stratégie partagée par une majorité des élus LR. On n'a plus de chef, il y a le feu à la maison, on ne peut plus attendre, alerte une sénatrice. Un participant à la réunion renchérit. Wauquiez ne fait rien, il endort tout le monde, il faut bouger les lignes. Message reçu au sommet du parti, l'élection aura finalement lieu dès le mois prochain ou en avril au plus tard. D'après un sondage OpinionWay pour Le Point, 37% des électeurs de droite souhaitent voir Bruno Retailleau prendre les rênes de LR, plus du double de Laurent Wauquiez qui plafonne aujourd'hui à 15%. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. À Nice, la police tente de percer le mystère de la bouteille de phosphore. On imagine la frayeur des personnes qui se trouvaient dans le gymnase Pasteur, du phosphore jeté à même le sol par un inconnu. Attaque ou mauvaise blague, ce sera à l'enquête de le déterminer. 6 personnes ont été légèrement incommodées. L'auteur des faits, lui, est toujours recherché. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. Oui, et grâce aux caméras de vidéoprotection, l'individu pourrait être rapidement identifié et interpellé. Il n'était pas masqué. Lucas Magliulo, conseiller municipal délégué au sport à Nice, nous explique les faits. Aux alentours de 17h, un individu se serait présenté devant l'entrée du gymnase, aurait été aperçu en train de déverser un liquide. À ce moment-là, des personnes l'auraient aperçu, seraient parties en courant. Bien sûr que ça inquiète, on prend tout ça au sérieux. Alors jusqu'à tard dans la nuit, les services de police ont procédé aux différents relevés, notamment dans le hall d'entrée du gymnase où le produit phosphoré a été répandu. Romain est l'un des entraîneurs de handball qui était présent hier soir pour encadrer le groupe d'adolescents. On a vraiment été rassurés quand on était en compagnie des pompiers, on a passé des tests, ça s'est bien passé après. Donc les gamins étaient rassurés aussi. Le gardien de la salle qui ressentait un peu des irritations au niveau du nez et la secrétaire aussi. Heureusement qu'il n'y a pas de blessés, mais c'est choquant sur le fait on peut se dire que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc surtout cibler des jeunes aussi, on ne comprend pas trop. Et l'enquête a été confiée à la section niçoise de la police
judiciaire. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Aux États-Unis, la Maison-Blanche rajoute un peu d'adoucissant après les propos de Donald Trump sur Gaza. Ils s'y sont mis même à deux, la porte-parole de la présidence et le chef de la diplomatie américaine. Pas de déploiement de soldats américains, ni de déplacement des Gazaouis, que ce soit sur Gaza, l'Ukraine ou la menace sur les droits de douane. Donald Trump reste, lui, fidèle à sa stratégie, Wilfried de Villers. Loin des règles habituelles, Donald Trump, comme lors de son premier mandat, multiplie les coups d'éclat. Yannick Mirer, spécialiste des États-Unis. Il n'y a pas de méthode diplomatique puisqu'il récuse la diplomatie. Ce sont toujours des ballons d'essai très offensifs, voire même très agressifs. Exemple, le Groenland, Panama. Et puis on voit ce qui arrive. N'empêche que M. Trump obtient les résultats, au moins à court terme, comme le déploiement de troupes mexicaines à la frontière. Donald Trump cherche aussi à créer l'effet de surprise, à déstabiliser ses adversaires tout comme ses alliés. Qu'importe la réalité de ses déclarations du moment que les résultats sont là. Jean-Éric Brana est enseignant à l'université Paris-Assas. Il faut comprendre qu'avec cette stratégie-là, il donne l'impression qu'il est capable de tout. Et c'est vrai que ceux qui sont dans le viseur de Donald Trump, pourrais-je dire, ont intérêt à se tourner vers lui et à discuter. C'est ce que fait l'Iran. L'Iran désormais ouverte à la négociation avec l'administration Trump, tout juste après les déclarations du président américain sur Gaza. Se montrer menaçant mais toujours ouvert à la négociation, imposer la paix par la force, voilà pour l'instant la teneur diplomatique des premières semaines du second mandat de Donald Trump. Wilfried de Villers et illustration avec le canal de Panama, Donald Trump annonce ce matin que les navires américains sont désormais dispensés de péage. Démenti formel des autorités panaméennes à l'instant. Allez, elle a 70 ans et elle continue de faire rêver des générations entières d'automobilistes. La déesse de Citroën, star des stars du salon Rétromobile. Eh oui, vous avez reconnu, Fantomas. Bien sûr, une icône qui a eu les honneurs du cinéma, la déesse de Fantomas, oui, Anissa, transformée en avion pour échapper au commissaire Juve. La déesse du général de Gaulle aussi. Aussi, qui a échappé à un attentat. La déesse s'est d'abord imposée dans nos villes entre 1955 et 1975, année de production. Elle incarne la créativité et un certain art de vivre à la française. Aurélien Fleureau a tendu son micro pour comprendre les ressorts d'un mythe reportage. Compliqué de trouver quelqu'un qui n'a pas un souvenir avec une déesse. Beaucoup de nostalgie par rapport à mes parents, mes grands-parents. Mon père avait une déesse, donc évidemment ça me parle. Sourire aux lèvres, René rajeuni de quelques décennies. Ma jeunesse. Vous avez eu une déesse ? Pas moi, mais mon beau-père. Et ma femme était toujours malade à l'arrière parce que ça dansait trop pour elle. Ce n'est pas un stand sur lequel on tombe par hasard. Gino est venu de Niort. J'en ai eu deux, donc c'était une voiture fantastique. Ça fait plusieurs années que je veux venir à Rétromobile, mais le fait que ça soit la DS, ça m'a incité vraiment à venir. André possède une DS Break dans sa collection. Pour lui, c'est une voiture incomparable. C'est quand même une voiture mythique parce que technologiquement, c'est le premier véhicule à être doté des suspensions hydrauliques. Particulier dans l'histoire de l'automobile française. Personnellement, en termes de souvenirs, la petite pédale de frein qui n'est pas une pédale, qui est un petit champignon, à peine on appuie dessus, on s'arrête, ou presque. Deux modèles attirent particulièrement les regards et les appareils photo. La DS avec des ballons orange en guise de pneus et le splendide cabriolet de 1961. Aurélien Fleureau, voilà, si vous voulez voir la star des stars, la DS, c'est au salon Rétromobile, porte de Versailles, jusque dimanche. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre, l'édito éco. Alors donc on est bien parti pour avoir un budget en 2025, mais toujours avec d'importants déficits, et on sait combien les retraites pèsent lourd dans ce déficit, notamment les retraites de la fonction publique. C'est l'éléphant dans la pièce dont les partenaires sociaux ne veulent pas entendre parler. Eh bien on le fera avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Allez, abstinence numérique complète, vous laissez les téléphones à la maison, c'est la journée mondiale sans portable. Et on fait comment avec les enfants qui ont tant de mal à décrocher? On en parle avec Axel Dessin. Elle est directrice du pôle éducation numérique, je vais y arriver, pour la société Tralal. À tout de suite.